Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur Nyon Région Télévision. Des manifestations en cours, passées et puis un soupçon de sport au programme dans cette édition. Mais pour commencer, on va tout d'abord évoquer ce projet éolien à Essertines-sur-Rolle, un projet qui revient sur le devant de la scène. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Alain Zwickart, le municipal d'Essertines-sur-Rolle en charge notamment de l'énergie. Bienvenue. Bonjour. Alors ce projet, il est resté dans les tiroirs pendant 4 ans. Pourquoi est-ce qu'on en parle à nouveau aujourd'hui ? Eh bien, parce que ce projet, après avoir été arrêté pour des raisons techniques, refus en fin de compte du canton de garder ce projet dans le projet global du canton, dans les planifications cantonales, est revenu puisqu'on a pu en fait enlever une opposition qui était celle de Skyguide. On a pu, grâce au travail acharné des développeurs et de la société qui s'occupe de cela, eh bien, prouver que ce projet pouvait à nouveau être réintroduit dans le plan directeur cantonal. Vous avez évoqué Skyguide, c'était justement un des freins principaux à ce projet. Il y a 4 ans, il y avait des craintes qui étaient émises par Skyguide quant à la sécurité aérienne. Aujourd'hui, on a pu justement balayer ces craintes. Absolument. Skyguide avait été sollicité pour s'exprimer sur plusieurs projets dans le canton. Ils avaient noté que le projet d'Essertines était trop près de Genève et notamment pouvait présenter des problèmes pour l'ILS, qui est en fait le système d'approche des avions sur Genève, et puis pour le radar principal. Après avoir discuté avec des experts internationaux, après avoir demandé une contre-expertise et après avoir discuté avec Skyguide, Skyguide a relevé en fait une de ces restrictions qui était celle de l'ILS et admet qu'on pourrait trouver des solutions par rapport au radar primaire. Et c'est donc pour la raison pour laquelle le projet d'Essertines peut à nouveau être réintroduit de manière conditionnelle dans le plan directeur cantonal. Alors il y a 4 éoliennes qui sont prévues dans ce projet. Elles seraient toutes implantées sur des parcelles communales. Quelle retombée pour la commune justement ? Alors bien entendu, si le projet devait une fois être exécuté et puis que les éoliennes puissent être implantées, eh bien, forcément, des redevances qui seraient versées en fonction, bien entendu, du nombre de machines, de la capacité de ces machines. Ce sont encore des points qui doivent être discutés et qui le seront lorsque les travaux auront avancé. Alors, il y a des opposants, évidemment, à ce genre de projet. Ils se sont déjà manifestés, déjà à l'époque, là, évidemment, à nouveau. Comment est-ce que vous allez essayer de les convaincre que finalement, ces éoliennes, c'est d'une part une nécessité et que c'est quelque chose d'important pour la commune? Alors tout d'abord, on sait que tous ces projets éoliens ont aussi leurs détracteurs. Je crois qu'on doit respecter aussi les personnes qui expriment un avis contraire. C'est la raison pour laquelle il est prévu depuis le mois de juin, juillet, d'avoir une démarche participative qui va être mise en place, contacter ces personnes, ces groupes d'opposants, discuter avec eux, mais contacter aussi d'autres groupes d'intérêt qui pourraient être de près ou de loin, je dirais, concernés par le projet éolien. Et c'est un souhait d'ailleurs du canton que l'on fasse ces démarches. Elles seront mises sur pied et puis on aura l'occasion de s'exprimer les uns et les autres sur l'intérêt de mettre des éoliennes dans les hauts de la commune d'Essertines. Je dirais que le problème des éoliennes, c'est que à peu près tout le monde s'accorde à dire que c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose d'important pour le futur, mais personne n'en veut devant ses fenêtres. C'est un peu le problème, la quadrature du cercle que vous devez résoudre. C'est effectivement un problème. On aime ou on n'aime pas les éoliennes. On peut en trouver un certain intérêt et puis imaginer qu'on peut produire de l'électricité. Tout d'abord, je crois qu'il est bien de préciser que les éoliennes sont un moyen parmi d'autres de produire de l'énergie et pas le seul, que effectivement le territoire suisse est exigu lorsque l'on enlève des zones qui sont de la forêt, des zones qui sont réservées, des zones de protection de la nature. Si l'on enlève encore les localités, eh bien, il reste peu d'espace pour implanter des éoliennes. On espère que ce projet puisse se réaliser avec le soutien aussi des autorités cantonales, qui d'ailleurs l'ont un peu exprimé, et puis en espérant aussi pouvoir trouver avec les personnes, nos détracteurs, des terrains d'entente. Si tout se passe bien pour vous, quand est-ce qu'on pourrait voir justement ce projet être concret ? On sait que ces projets mettent énormément de temps, notamment pour mettre au point tous les détails techniques,
de l'implantation de ces éoliennes en consultant tous les services de l'État qui doivent s'exprimer pour préparer un plan partiel d'affectation. Donc tout cela prend énormément de temps. Tout dépend bien entendu des contraintes qui seront encore fixées par l'État aux développeurs, donc à la société servant. Pour développer ce projet, on peut imaginer 5 ans, comme on peut imaginer 10, comme on peut imaginer 15 ou peut-être jamais. Ouais, on suivra tout cela évidemment de près. Merci beaucoup Alain Tsuyckart d'être venu nous en parler sur ce plateau. Merci de votre invitation. Et puis vous l'avez peut-être remarqué, une borne miroir géante est installée près de la gare de Nyons, un concept dans le Grand Genève, de Nyons à Thonon-les-Bains, en passant évidemment par la ville du bout du lac. 25 installations du genre ont vu le jour. Alors concrètement, à quoi servent ces bornes miroirs? On va le comprendre avec vous, Florian Cavalleri, puisque vous êtes avec Lionel Rinquet, professeur HES. Lionel Rinquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable des événements de l'HES-SO et notamment de ce projet, soit les 25 bornes miroirs disséminées sur l'ensemble du Grand Genève. Mais précisément, quel est ce concept ? Alors le concept, c'est le concept de l'événement HES, qui est un projet qui a été monté par les 6 écoles de la HES Genève, et qui vise à parler de frontières et d'urbanité sur le territoire du Grand Genève. Donc, on a disséminé, comme vous l'avez dit, ces 25 bornes en France, en Suisse, le long d'un parcours le long du Rhône à Genève. Et chacune de ces bornes nous raconte une histoire en lien avec un thème, que ce soit des thèmes sociaux, économiques, culturels, qu'on retrouve sur les bornes, où il y a des interventions artistiques de nos étudiants, il y a de la musique, il y a des films. C'est en fait un moyen de rendre visible la HES Genève qui fête cette année ses 18 ans. Alors justement, j'allais le dire, un thème par borne. À Nyons, c'est proximité et urbanité, si je m'abuse. Pourquoi ces mots pour coller finalement au district de Nyons ? Alors là, je suis un peu emprunté pour vous répondre. Pourquoi ? Parce que les thèmes ont été choisis par les villes, par les communes ou par les partenaires. Donc on a fourni une liste de 25 thèmes possibles. Nyons a choisi celui-ci. Si vous voulez en savoir plus, il faudra le demander à la commune. Mais c'était des thèmes qui chaque fois résonnaient par rapport soit à la condition urbaine, soit à la question des limites et de tout ce qui peut tourner autour, que ce soit des limites sociales, des limites physiques, des limites politiques. Et évidemment que Nyons fait partie du Grand Genève, que les Nyonnais le sachent ou pas. Et donc ce thème était choisi par la commune. Alors justement, c'est pas non plus si innocent que ça, parce que finalement le Grand Genève, vous la HES-SO, c'est une institution genevoise. Vous dépassez vos frontières, vous êtes en France, vous êtes à Nyons. Pourquoi, on a envie de dire ? Bon. C'est vrai que la HES Genève, ça peut paraître quelque chose de très cantonal. Donc c'est une institution genevoise financée par le canton de Genève, mais aujourd'hui on ne peut pas nier que nos étudiants viennent de France, nos étudiants viennent de Nyons, voire de plus loin, nos professeurs aussi. Donc on est devenu quelque part un symbole de cette construction d'une région qu'on appelait franco-valdo-genevoise, qui est devenue il y a 2-3 ans le Grand Genève, qui se superpose probablement avec d'autres concepts, la métropole lémanique, etc. Mais voilà, la HES Genève est en fait a vocation à déborder de ses frontières cantonales. Alors ce n'est pas le seul événement qui sera organisé. En l'occurrence, ces bornes miroirs, elles seront jusqu'au 30 juin. Et il y a aussi une application et des lunettes pour aller voir des images en 3D. Alors où est-ce qu'on trouve ces lunettes et qu'est-ce qu'on voit avec cette application ? Oui, alors voilà, ces lunettes, on les trouve dans les différentes écoles de la HES Genève, on les trouve aussi dans des endroits comme l'Office du tourisme, enfin elles ont été distribuées. C'est relativement facile de s'en procurer sur Internet, etc. Et à l'école à l'école du paysage, d'ingénierie et d'architecture, nous avons développé une application avec, pour chaque borne, une photo 360 degrés et insérée dans cette photo 360 une image, une incrustation en réalité virtuelle sur de nouveau le thème de la ville et de ses limites. Alors c'est des images qui ont pour ambition de surprendre ceux qui les regardent, de donner un autre regard sur notre environnement et puis de rigoler un petit peu aussi. C'est pas le seul événement jusqu'au 30 juin, voire plus. Qu'est-ce qu'on pourra voir ? Voilà, alors
On pourra voir aussi sur le site même, là on ne peut pas être plus sur la frontière, à la frontière à Gaillard, une intervention de street art sur la douane côté français qui a été fait avec le concours d'étudiants et d'enseignants de la Haute École de Travail Social. On peut voir aussi sur certaines bornes, enfin sur une borne, des films qui ont été faits par la section cinéma de la HEAD, la Haute École d'Art et de Design. Il y a toute une série de colloques et de conférences qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu, qui sont en lien avec l'événement HES. Finalement, vous pouvez retrouver le programme sur le site de l'événement, site internet qui était dédié à l'événement HES. Tout le programme jusqu'au 30 juin. Et puis j'ai déjà entendu par-ci par-là que ces bornes intéresseraient éventuellement au niveau d'un recyclage ailleurs. Donc, Un festival. Peut-être. Sait-on jamais. On parle de festival parce que la HESSO, faut le rappeler, vous avez été de nombreuses années à l'AS pour animer. Alors est-ce qu'il y a une surprise pour cette année? Alors pour cette année, je peux encore rien dévoiler. Je ne pense pas que les bornes seront au programme, ça fait un peu court, mais peut-être, qui sait, une année suivante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les personnes qui s'occupent de la présence de la HESSO sur le site du Paléo sont les mêmes que celles qui ont conçu les bornes. Donc de là, en tirer des conclusions. Allez, on en reparlera donc très certainement sur la plaine de l'As de la HESSO. Lionel Rinquet, merci beaucoup de nous avoir présenté ce projet des 25 bornes miroirs disséminées sur le Grand Genève. On en fait partie. D'ailleurs, le programme, vous pouvez le retrouver bien sûr sur le site internet de la HESSO, mais aussi dans un cahier spécial de la Tribune de Genève. Merci beaucoup de nous avoir donné cet entretien. Merci à vous. L'association Village au Lac vient de voir le jour à Nyon. Son but, créer un pôle d'intérêt autour des activités liées au lac. Là aussi, on va en savoir un peu plus avec Florian Cavalieri, puisqu'il a rencontré la présidente de cette association. Nyon compte une nouvelle association, l'association Village du Lac. Vous en êtes la présidente. Quels sont les objectifs de cette nouvelle association ? Alors, l'association Village du Lac a pour objectif de promouvoir et de valoriser les activités liées au lac, qu'elles soient naturelles ou culturelles ou sportives, bien entendu. Alors, le but, c'est de reprendre cette ancienne pisciculture et d'en faire quoi ? Alors, il y a différents pôles. Donc, cette ancienne pisciculture, qui est un bâtiment de la commune, recouvrera dans sa partie inférieure des associations. Certaines y déposeront du matériel et il y aura surtout des locaux communs aux associations, comme un atelier, par exemple, qui pourrait être occupé par toutes les associations membres, des vestiaires, des toilettes, enfin tout ce qui est nécessaire pour la pratique des activités nautiques. Alors, il y a déjà des associations dans cette pisciculture. Votre association serait donc une espèce de fêtière de toutes ces associations ? Non, alors l'association Village du Lac n'est pas une fêtière des associations, c'est une association propre avec des membres qui seront des membres collectifs dont on espère toucher toutes les associations liées au lac, dont celles qui sont déjà présentes maintenant, bien sûr. Et puis, elle cherche aussi à avoir des membres individuels, des personnes qui ont une sensibilité au lac, qui pratiquent des activités ou non. L'idée, c'est vraiment de créer un pôle de rencontres autour des activités lémaniques. Alors actuellement, combien de membres dans cette nouvelle association? Est-ce que ce sont des personnes physiques ou justement des associations? Alors pour l'instant, sont membres de cette association les 5 personnes du comité. Nous lançons l'association toute nouvelle maintenant. Nous espérons très prochainement pouvoir compter parmi nos membres les associations présentes sur les lieux aujourd'hui, qui le seront encore par la suite. Les petits pêcheurs vont intégrer les locaux dès la fin du mois de juin parce qu'ils doivent quitter les leurs en face. Et puis ensuite, on va, pendant ces prochains mois, essayer de toucher toutes les associations et toutes les personnes nyonnaises et même, pourquoi pas, des touristes qui pourraient être intéressés par ce projet. Alors, il y a déjà des associations qui occupent ces murs pour l'instant. J'imagine que vous êtes en contact avec elles. Quelles ont été leurs réactions quand vous avez présenté votre association ? Alors c'est une histoire assez longue. Le projet a été déposé à la commune en 2014, au printemps 2014. Et puis nous avons présenté le projet à toutes ces associations l'été ou bien même l'automne 2014.
pour donner un petit peu de poids, parce que c'était un projet imaginé dans l'intérêt de toutes les associations nautiques. Il est vrai qu'il y a eu quelques craintes, quelques interrogations malgré tout, qu'on essaye depuis d'aplanir pour vraiment essayer de mettre en avant l'intérêt que chacun peut tirer du fait de mettre en commun certaines ressources et puis aussi d'avoir un lieu qui est comme un pôle où tout un chacun pourra trouver des informations sur toutes les activités. Donc nous pensons aussi que les synergies qui peuvent se créer entre les différentes associations et avec d'autres associations qui sont peut-être moins sportives peut dynamiser les activités de tous les clubs et de toutes les sociétés. Alors ça, c'est pour la société civile, on va dire. Mais du côté de la classe politique, est-ce que vous êtes déjà en contact avec elle, en contact avec la municipalité, et comment cette municipalité a-t-elle accueilli votre projet ? Eh bien, la municipalité a confié le projet au village du lac. Donc, en 2015, l'année dernière, elle avait plusieurs projets en lice, dont un projet du phare, qui était un très beau projet. Mais elle a préféré confier le bâtiment au village du lac pour que ça reste lié au lac du fait de sa position. Et donc on a été très très bien reçus par la municipalité et on a aussi des soutiens de la part de plusieurs conseillers communaux. Pour l'instant, c'est des personnes qu'on croise comme ça, mais je crois que l'intérêt pour que ce lieu reste au lac est assez, assez étendu auprès de la population et des politiques. Alors justement, c'est quand même un lieu qui aiguise les convoitises, qui attire toutes les attentions, ce réaménagement. Comment pensez-vous que votre projet va, lui, passer la rampe plus que les autres ? Alors, il n'y a pas vraiment, il y a un très grand projet et c'est donc dans l'objectif maintenant de ces aménagements des rives, il y a un gros travail qui débute et puis le village du lac s'inscrit là-dedans. Il ne va pas venir en contradiction avec d'autres projets. De toute façon, le village du lac se concentre sur la pisciculture et le terrain sur lequel la pisciculture est construite. Donc elle ne touche pas à l'ensemble de la Grande Jetée, mais l'idée c'est d'être un partenaire dans les réflexions et puis de participer à la mise en valeur du site de manière générale. D'un point de vue d'échéancier, quelles sont les principales dates qui vont venir pour votre association, donc l'association Village du Lac ? Alors nous avons quelques critères contre lesquels on ne peut pas grand-chose. D'abord 2016 est une période de recherche encore parce que le bâtiment est encore occupé jusqu'à la fin 2016. Il a un bail, donc avec l'aviron. Une partie du rez-de-chaussée, une autre partie du rez-de-chaussée est occupée par les services cantonaux. Donc les deux garages et puis voilà, un bout du local à l'arrière. Voilà, on va déjà commencer par le rez-de-chaussée. Donc c'est qu'à partir de 2017, une fois que les locaux seront libres, qu'on pourra entreprendre des travaux qui permettront vraiment d'accueillir et de fédérer les associations qui sont déjà sur place et de caser tout le monde à l'intérieur de locaux qui ne sont pas extensibles. Impossible de ne pas avoir entendu parler du Swiss Train Challenge. Ce défi, lancé par des scouts nyonnais, traverser les 26 cantons du pays en train et en une seule journée. Mission réussie puisque ce Tour de Suisse a été bouclé pendant le week-end de l'Ascension en 18h31. Et je suis avec deux membres de cette troupe de 6 scouts, ou plutôt 6 anciens ou actuels, enfin ils vont nous expliquer tout ça. Scouts de Nyon qui ont participé à ce défi, le Swiss Train Challenge. Ils ont parcouru la Suisse et les 26 cantons en 18h30 à peu près. Pourquoi s'être lancé dans ce challenge ? Alors c'est un projet qu'on a découvert avec Nicolas Rosset à la RTS qui avait lui-même fait un reportage en fait sur le trajet des 26 cantons en train en moins de 24 heures. C'était la première personne qui posait le pied. Quand on a vu en fait ce projet pour la première fois, on s'est dit c'est sympa. Il mettait en ligne l'horaire, puis on s'est dit mais on devrait faire entre nous, ce serait marrant. Et puis est arrivé finalement 2016 et on s'est dit mais il y a le nouvel horaire et puis les CFF s'ils changent l'horaire d'année en année, c'est finalement pour améliorer le réseau. Et puis s'ils améliorent le réseau, un des reflets de ça, c'est finalement qu'on puisse faire le tour des 26 cantons plus vite. Et c'est comme ça qu'on a démarré le projet.
Non mais franchement, le but c'était de montrer que les trains suisses n'arrivent pas à l'heure ou qu'il y a des problèmes sur l'horaire, ou bien c'était de montrer que justement les trains suisses sont à l'heure et que les horaires sont parfaitement faits. Bah, on pensait quand même y arriver, mais on se disait qu'il y avait un petit challenge justement aussi là-dessus. Est-ce que les trains seront à l'heure? Et on a eu une chance quand même incroyable. Les trains étaient tous à l'heure sauf un qui a eu 13 minutes de retard, mais heureusement c'est là où on avait en fait un temps de changement qui nous permettait d'avoir du retard sur ce train-là. Donc c'était un gros coup de chance. Et bah, ça a pu montrer que les CFF, même s'ils ont des fois du retard, la majorité des trains qu'on a pris étaient à l'heure. Comment on se prépare pour faire un défi comme ça? On se prépare comme un sportif, on fait des entraînements, on s'entraîne, on prépare ses sandwichs, une nourriture spéciale, des boissons spéciales, ou bien on est surtout concentré sur l'horaire? Alors nourriture spéciale, on a fait la fondue au fromage au Café de la Gare à Saint-Maurice la veille. Ça, je sais pas si c'était une préparation idéale, on a dormi en étant un peu séché. Mais pour ce qui est de la préparation au niveau de l'organisation, de la logistique, là c'est clair que c'était considérable. Ça a commencé par un après-midi entier à trouver l'horaire idéal. Ça s'est poursuivi avec des alternatives, trouver des alternatives aux correspondances les plus tendues. Et puis clairement on a mis en place tout ce qu'il fallait au point de vue des réseaux sociaux non seulement, mais aussi des notifications CFF, de s'assurer que le réseau n'était pas perturbé ce jour-là, qu'il n'y avait pas de travaux, de s'assurer finalement d'avoir une date parfaite en termes de météo, mais aussi en termes de consommation de train. C'est pour ça qu'on a choisi finalement le vendredi de l'Ascension où la majorité des pendulaires font le pont. Et puis c'est tous ces petits détails, tout ce qu'on pouvait avoir en main, on l'a eu. Et puis on a laissé au hasard les trains, le fait qu'ils soient à l'heure ou qu'ils soient en retard finalement. Vous êtes parti du Valais pour arriver au Tessin. Le parcours, vous étiez tous d'accord ou il y a eu débat justement sur le départ, l'arrivée? Non, de toute façon c'est des cantons cul-de-sac si on veut, puisqu'on ne peut pas traverser pour aller ailleurs. Donc on était obligé d'en sélectionner un, c'était soit Genève, soit le Valais ou le Tessin, sauf erreur, il n'y en a pas d'autres. Et du coup, là on a choisi de le faire en sens inverse, puisqu'après on voulait faire une marche justement le jour d'après. Et on s'est dit que le Tessin, on n'y va quasiment jamais, c'est un canton où c'est pas là où on a l'habitude d'aller, parce que justement c'est très loin, et ça nous a mis 5h40 pour rentrer. Donc on a profité de ce voyage pour s'éclater aussi un petit peu en tant que scout et puis faire de la marche. Il faut rajouter que le sens dans lequel on a fait ça et puis les gares qu'on a choisies étaient conditionnés par le fait que c'est un des seuls horaires qu'on a trouvé qui permettait de battre finalement le record et de le battre aussi bien. Donc on n'a pas eu non plus des dizaines de choix et de débats à faire sur le parcours en question. Ok, le train passe. En tout cas, vous l'avez pas manqué. Le fait de prendre le train, c'est aussi, ça correspond finalement à la vision scout, hein. Tout à fait, oui. Nous, on est de toute façon proche de la nature, donc ça défend nos valeurs, prendre les transports publics, et puis, c'est nos valeurs. Organisation, ponctualité, démerde, c'est ça un peu l'idéologie scout? Je pense que le groupe qui s'est construit autour de ce projet, il est devenu spontanément scout. C'était des anciens scouts, des nouveaux, mais tous des scouts parce que c'était des gens qui avaient les outils logistiques et clairement le sens de l'organisation pour pouvoir rebondir tout au long de la journée et puis être motivés par un projet aussi insolite. La preuve de la manière dont on a pu rebondir, c'était en particulier à Olten qu'on a appris que l'un des cantons par lequel on passait la gare était finalement pas dans le canton en question et qu'il fallait qu'on remanie notre horaire. Et voilà, en 30 minutes, on a pu rebondir, trouver une solution. Ça se fait dans le calme, avec un sens de l'organisation qui était vraiment là, en place, quoi. Et ça, c'est aussi grâce aux nouvelles technologies, hein, parce que vous avez été suivi par des milliers de followers, des gens qui vous suivaient, qui vous donnaient des conseils, qui validaient vos choix, c'est ça? Oui, en live aussi. Et puis on a démarré une application où les gens pouvaient nous suivre justement sur un site internet avec un GPS. Puis ils pouvaient voir exactement où on en était, ce qui a aussi permis à des gens de nous informer de ce genre de choses. C'était très instructif. Puis est-ce que ça donne aussi un coup d'éclaireur sur le mouvement scout? Est-ce que ça permet aussi peut-être d'avoir des nouveaux adhérents pour votre groupe et puis pour les scouts nyonnais? Alors je pense
Est-ce que ça va se répercuter directement sur le groupe scout de Nyon? C'est encore difficile à dire maintenant. Ce qui est intéressant, c'est de montrer que les scouts évoluent, les scouts font des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé. Et alors la nature, ça reste notre lieu dit et c'est clairement là qu'on passe le plus de temps. Mais on arrive aussi à sortir des forêts et à faire des choses insolites, à faire des projets un peu fous et extravagants. C'est aussi une des signatures en fait du mouvement scout. Ce défi, vous le remettez en jeu, vous espérez qu'il y ait d'autres personnes qui tentent de vous battre? Alors oui, complètement, comme ça on pourra remettre nous ensuite le défi pour essayer de les battre. Donc s'il y a des gens qui sont motivés, c'est avec grand plaisir que vous pouvez essayer de nous battre l'année prochaine avec le nouvel horaire. Dit-il en rigolant un peu, mais mon petit doigt me dit que vous avez d'autres défis, alors qu'est-ce que ça pourrait être vos nouveaux défis? Ah, il sera peut-être un poil moins écologique. On en a discuté là juste avant en rentrant. Mais il se pourrait que ce soit une lutte entre un avion, un train et une voiture. Mais on ne vous en dit pas plus, on va garder la surprise pour quand le projet sera définitif. Et s'il a lieu, on vous en tiendra informé. Messieurs, merci beaucoup de nous avoir partagé ce moment, ce Swiss Train Challenge qui vous a mené du Valais au Tessin en passant par les 24 autres cantons suisses. Si on veut rejoindre les scouts nyonnais, où est-ce qu'on va? Le plus facile, c'est Internet, c'est www.scoutdenion.ch. Et puis là-dessus, il y a toutes les informations pour rejoindre le groupe ou même pour récolter quelques informations, louer le local pour une soirée ou une autre, enfin bref, tout est là-bas. Toute la vie de la troupe est là-bas et pour ceux qui veulent relever ce défi, il va falloir se mesurer notamment à ces deux personnes et faire moins que 18h30 de train pour parcourir la Suisse entière et ses 26 cantons. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Les mérites sportifs nyonnais seront remis ce jeudi soir, une opération conjointe menée par l'ASSN, l'Association des sociétés sportives nyonnaises, et le quotidien La Côte. Bienvenue Florian Sagesser, journaliste au quotidien de La Côte. Alors on va dévoiler gentiment le palmarès de ces mérites sportifs nyonnais. Tout d'abord, sur quels critères finalement vous avez choisi ces sportifs méritants? Ouais, c'est des sportifs. Alors, comme c'est le mérite sportif nyonnais, évidemment, ils doivent être domiciliés dans le district de Nyon et avoir un club à Nyon. Après, c'est sur les performances pures et dures sur l'ensemble de l'année 2015. Et après, soit les clubs proposent un athlète, soit le jury dont je fais partie propose lui également des noms et on en discute. Et cette année, c'est donc le jury qui a fait son choix. On va le détailler. Mathilde Ray pour le mérite individuel féminin. Oui, un titre de championne de Suisse de concours multiples, moins de 16 ans. Donc évidemment, quand à ce niveau-là, on arrive championne nationale, ce n'est pas rien et ça méritait vraiment une distinction. Du cyclocross à l'honneur pour le mérite individuel masculin. Aussi, Scott Quincy qui a fait une excellente année 2015 avec plusieurs titres, dont champion roman. Et là aussi, c'est un jeune qui monte, qui prometteur, qui mérite vraiment que la lumière soit faite sur lui un moment. Alors pour les équipes, vous avez choisi les moins de 18 ans du rugby club Nyon. Ça va leur faire plaisir. On parle souvent de la relève du rugby. Et là, vous les mettez à l'honneur. Oui, le rugby marche bien à tous les échelons. Maintenant, je pense que les jeunes mettent la pression sur les grands, puisque les grands cherchent activement à décrocher un titre. Les jeunes l'ont fait. On va voir si les aînés vont suivre. Alors, il y a ceux qui réalisent des performances sportives, puis il y a ceux qui travaillent dans l'ombre, en coulisses. Et il y a 3 autres prix, finalement, qui sont finalement tout aussi importants. Il y a le mérite pour le dévouement à la cause du sport, et c'est Matteo Biscotti qui est le lauréat. Oui, président de la pétanque nyonnaise depuis 15 ans. Donc 15 ans, c'est un long mandat. Il n'est pas prêt de lâcher. Donc on a besoin, enfin les clubs ont besoin de ces personnes-là qui sont des bénévoles, qui s'investissent sur la durée. Le coup de cœur du jury, c'est David Perler. Daniel Perler. Daniel, pardon, oui. Oui, alors alpiniste, qui s'est lancé un défi fou, gravir 60 sommets de plus de 6000 mètres pour ses 60 ans. Il en a déjà fait 42, il en reste 18.
c'est une aventure hors norme. Et puis enfin, un dernier prix qui est nouveau, le prix du bénévolat de la ville de Nyon qui est remis à la présidente du ski club, Nathalie Vuille. Oui, alors c'est un nouveau prix qui est mis en place par la ville sur la base des heures passées sur les manifestations sportives, pas seulement de son propre club, mais aussi l'engagement dans les autres manifestations sportives. C'est un peu différent que le prix du dévouement, puisque le prix du dévouement est une récompense en fait pour l'ensemble de son œuvre et sur une période plutôt longue. Le prix de la ville pour le bénévolat, c'est sur une année civile et c'est basé sur les heures effectuées via la plateforme Swiss Volunteers qui a été mise en place pour justement encourager le bénévolat. Alors on peut imaginer que pour tous ces lauréats, un prix tel que celui-là, c'est avant tout énormément de fierté. Oui, c'est de la fierté, c'est une reconnaissance, c'est la preuve qu'ils travaillent juste. Évidemment, c'est le sportif ou l'équipe qui est mis en valeur. Il y a toujours derrière des entraîneurs, des présidents, des comitards, des bénévoles. C'est pour ça que le prix du dévouement a aussi une importance égale à mes yeux que les disciplines individuelles ou le mérite par équipe. Donc c'est vraiment plus une reconnaissance, un coup de boost qu'une aide vraiment forte, mais c'est un bon moteur d'encouragement. Bien, merci Florian Segesser. Tous ces lauréats seront donc récompensés ce jeudi soir de manière officielle, à la fois par la SSN et puis par le quotidien La Côte. Merci beaucoup Florian. Merci à vous. La 11e édition de Jardin en Fête a connu un énorme succès le week-end dernier. 9000 visiteurs se sont en effet déplacés dans le parc du château de Coppet. C'est le record pour cette manifestation. On y revient avec Florence Motu, l'organisatrice de Jardin en Fête. Florian Cavalieri l'a rencontré. Aujourd'hui, c'est la 11e édition de Jardins en Fête dans le magnifique parc du château de Coppet. Quel est le concept de cette manifestation ? Alors c'est une manifestation dont le but est de faire des journées des plantes et de mettre en avant des producteurs de plantes et d'ornements de jardin. 11e édition, de nouveau, le succès est au rendez-vous. Absolument, on a la chance d'avoir une météo fantastique, les gens sont ravis d'être dehors, on a un énorme public pour cette première journée, on est ravis que ça se passe aussi bien. Cette année, il y a un thème central qui est le jardin des simples. Qu'est-ce qu'un jardin des simples ? Alors les jardins des simples sont ces petits jardins qui se trouvaient dans les monastères et qui sont des jardins clos qui étaient pour les plantes médicinales. C'est un petit clin d'œil à mon métier initial, je suis pharmacienne de formation, donc ça faisait le lien avec mon métier. Les plantes médicinales, ça revient à la mode, les gens se tournent de plus en plus vers ces plantes pour se soigner. Absolument, oui, c'est des petits jardins qu'on peut avoir sur son balcon. On n'est pas obligé d'avoir un grand terrain, donc c'est quelque chose qu'on peut très facilement faire pousser dans un petit coin, un petit pot de terre sur son propre balcon et qu'on peut aussi utiliser pour des choses autres que les maladies, pour la cuisine, pour agrémenter des plats ou des salades. C'est toutes les petites herbes qui peuvent pousser tout à fait sur un petit terrain. Alors par exemple des petites herbes qu'on peut avoir chez soi qui soignent et qui sont bonnes dans les plats qu'on prépare, c'est quoi ? Alors la valériane évidemment qui est une plante qui fait dormir, la camomille, la menthe, le thym, le romarin, toutes ces petites herbes, l'absinthe, ces petites herbes qu'on peut facilement faire pousser. Et puis pourquoi s'être vraiment penché justement sur ces herbes médicinales ? Voilà, comme je vous l'ai dit avant, c'était pour faire le lien avec mon métier, c'était le petit clin d'œil à ma formation. Et puis on avait envie d'avoir quelque chose que tout le monde peut avoir, qui n'est pas forcément dans un grand terrain, d'avoir dans un petit endroit clos, donc que ça s'ouvre à un public plus large et plus généreux. Quel est le public qui vient à Jardins en Fête ? Alors c'est assez disparate. Le vendredi, on a plutôt des professionnels et des propriétaires qui ont envie de refaire leur jardin, donc c'est plutôt le jour où les exposants marchent fort au niveau vente. Et puis le dimanche, c'est une grosse journée pour nous, mais c'est plutôt une journée familiale avec des familles, des gens qui viennent se promener et profiter de l'endroit sans forcément faire de gros achats. Puis du côté des exposants, il y en a une centaine cette année. Qui sont ces exposants ? Alors très variés, on a beaucoup d'exposants suisses, mais on a des exposants européens, on a des Belges, des Français essentiellement, et puis quelques Italiens. Et puis que des producteurs, des artisans, c'est eux qui font pousser les plantes, c'est vraiment eux qui sont impliqués depuis le début, pas de revendeurs. Alors cette année, vous reprenez l'organisation de cette manifestation, c'est une tradition familiale puisque c'était votre mère qui organisait les précédentes éditions. Votre objectif à vous, c'est de mener où Jardins en Fête ?
Alors j'aimerais continuer ce qu'elles ont développé. Elles sont deux en fait, Madame Cagneux, Viviane Cagneux et puis ma mère, Françoise Motu, qui ont fait ça pendant 10 ans. J'aimerais continuer. Elles avaient développé quelque chose qui était élégant, de bon goût. Les gens aimaient venir là aussi pour profiter de l'endroit et pas forcément que faire des achats. Donc j'ai envie de garder cette lignée-là. Maintenant c'est sûr, on va apporter d'autres choses, une autre vision de voir, peut-être un petit dynamisme à l'édition pour attirer aussi des jeunes qui ont envie de lancer dans un jardin. Et toujours dans ce magnifique parc du château de Coppet. Oui, c'est un lieu magnifique. On a la chance de pouvoir profiter de ce parc qui est incroyable, qui est à 2 pas du lac. C'est une chance phénoménale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans un instant, le débat. On va parler du label Cité de l'énergie. Et je vous rappelle que vous pouvez en tout temps revoir nos émissions sur notre site internet nrtv.ch et puis sur notre page Facebook. Très belle suite de programme à vous et à très bientôt.